conséquence AXIOLOGIQES du principe de transductivité. Par ailleurs et comme conséquence de cette définition de la technique, la structure interne du domaine technique doit être conçue comme transductive et non classificatoire. Ainsi, une technique comme la médecine ne pourra plus distinguer des genres de maladies comportant espèces et sous-espèces mais une continuité transductive des maladies, comportant relation de l'étiologie, du côté de la science, et de la thérapeutique, du côté de l'action. La maladie deviendra alors un concept technique. Ainsi pourra être résolue cette difficulté de la permanente opposition entre les cas concrets et les catégories théoriques de la médecine définissant les types de maladies, ce qui fait dire « il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades ». En fait, il y a bien des maladies, mais non des classes de maladies. Les conséquences de cette vision du monde transductif de la réalité technique deviennent très importantes dans le domaine de la pathologie mentale, en particulier lorsque l'appréciation du psychiatre sert à déterminer le degré de responsabilité d'un délinquant. L'actuelle législation repose sur une définition des maladies mentales selon des classes aussi inadéquates à la détermination des maladies mentales qu'à celle des maladies somatiques, dans la mesure où elles peuvent s'en distinguer. En effet, l'appréciation de responsabilité est fondée en dernière analyse sur le critère de l'identité et de l'unité personnelle. Pour cette raison, un délinquant caractériel, qui est toujours identique à lui-même dans son action, ne serait-ce que par l'absence de normativité fixe de son action, ce qui constitue une manière négative d'être identique à soi-même, n'est pas considéré comme un aliéné, c'est-à-dire comme un homme chez lequel apparaissent des phénomènes dits anormaux, entrant dans la classe des phénomènes anormaux. Par ailleurs, on comprend bien que le caractériel est anormal si on le compare à des individus normaux. Mais comme son manque de normalité affecte tout son psychisme, ce manque de normalité n'apparaît pas par rapport à lui-même, puisque c'est précisément le point de comparaison qui manque. Au contraire, un homme chez lequel un dédoublement se manifeste, soit par alternance de personnalité, soit par idée fixe ou délire, soit par évolution itérative de la vie mentale, est dit affecté de troubles mentaux caractérisés, parce que c'est cet antagonisme de force non unifiée à l'intérieur d'une personnalité qui est le critère des phénomènes pathologiques. Une pareille définition n'est valable que si l'on part d'une conception de l'essence des phénomènes mentaux, reposant sur le critère d'unité et d'identité formelle de la vie psychique, supposant que le phénomène mental normal est celui qui rentre dans la définition du phénomène comportant cette unité et cette identité essentielle. Par contre, un phénomène qui ne rentre pas dans cette catégorie, mais se produit pourtant dans une personne, devient anormal, puisqu'il possède des caractères intrinsèquement contradictoires. Ainsi s'explique le recours à l'ancienne hypothèse de la possession par une force étrangère, fondement de l'état d'aliénation. Est par définition en état d'aliénation celui que l'on ne peut faire entrer dans la catégorie d'identité personnelle. Il subsiste encore quelque chose de magique dans la définition juridique de l'aliénation, non seulement à cause de la pensée qui procède par genre commun et différences spécifiques, mais aussi à cause de la structure même de la notion qui suppose que la véritable aliénation, c'est-à-dire la participation de certaines forces ou de certaines fonctions du psychisme à des domaines non individuels de réalité, est possible. Notion magique dans des cadres magiques, la définition de la normalité psychique ne peut s'appliquer à des états atypiques. Or, c'est précisément l'ensemble des états ou fonctionnements atypiques qui constituent l'aliénation proprement dite sous sa forme la plus générale. Mais le groupe des atypiques ne peut constituer une espèce parmi des espèces. Il est celui des états ou fonctionnements qui ne relèvent pas d'une classification par genre et espèce. Une si grave difficulté intervient parce que le domaine de la pathologie est celui où s'opère une confusion du jugement théorique et du jugement pratique. On voudrait que les catégories éthiques antagonistes du bien et du mal deviennent des catégories scientifiques et puissent se couler dans l'opposition de la normalité et de l'anormalité. Mais ces deux domaines ne peuvent être ainsi appliqués l'un sur l'autre directement.
Ils ne peuvent être mis en relation que par le domaine transductif de la réalité technique. La notion de maladie est une notion technologique, intermédiaire entre une notion scientifique et le fondement d'un jugement normatif. De cette nature relationnelle et transductive, elle retire une propriété d'unité, conformément à la structure du savoir théorique, et de valorisation, conformément à la structure du fondement des jugements moraux. Le jugement moral isolé du savoir projette dans le monde des déterminations une bipartition caractéristique, au moyen de laquelle il valorise les déterminations en les considérant comme bonnes ou mauvaises. Au contraire, le jugement théorique essaie de faire pénétrer l'unité dans les caractéristiques de la perception et de la connaissance. Le jugement technique n'est pas dualiste comme le jugement moral, mais n'est pas moniste comme le jugement scientifique. Il qualifie en unifiant, parce qu'il ordonne et éventuellement hiérarchise sans répartir selon un schème de subsomption. La modalité du jugement technique est optative. Elle se distingue de celle du jugement théorique et de celle du jugement pratique parce qu'elle comporte un analogue pratique de la nécessité qui est l'ordre hiérarchique d'une série organisée selon les degrés de convenance et d'appropriation à une finalité, et un analogue théorique du dualisme du jugement moral. La possibilité d'un choix rationnel parmi une pluralité d'êtres techniques individuellement différents et s'excluant mutuellement sans absurdité ni indétermination. C'est ce caractère optatif unitaire du jugement technique qui rend possible l'union des éléments antagonistes comme la rationalité du choix et la pluralité des solutions. Entre l'indéterminisme du choix moral et la nécessité de la conclusion logique s'institue le domaine de l'optatif technique. Dans ce domaine, la pluralité n'est pas contradictoire ou indéterminée, et l'unité n'est pas créatrice de nécessité logique absolue. Ainsi pourrait être reprise, à un nouveau point de vue, la théorie de Descartes qui voulait penser les êtres vivants de façon analogue aux machines. On traite en général cette doctrine comme une tentative sans valeur pour créer l'unité du savoir, même au mépris de l'observation minutieuse de la réalité. En fait, il est exact que, par suite de la réduction de la physique à la mécanique, et de la mécanique aux mathématiques, cette doctrine finit par opérer une réduction de l'objet biologique à un objet inanimé, relevant du pur savoir théorique. Cependant, en considérant la méthode que Descartes utilise plutôt que la théorie qu'il prend effectivement comme point de départ, on trouverait que Descartes a d'abord essayé d'expliquer le fonctionnement des organes et la régulation des dispositifs vitaux à la manière dont il eût expliqué le fonctionnement d'une machine, par exemple dans son explication du mouvement du cœur, inspiré de Harvey. C'est en premier lieu à une machine que l'organe est comparé. Ce n'est qu'en vertu de la structure générale du système de Descartes que cette comparaison conduit à une assimilation des fonctions vitales à des lois des corps inertes. Mais on peut envisager de maintenir la première assimilation sans maintenir la seconde, qui exige des postulats supplémentaires relatifs à l'unité du domaine de la connaissance théorique et à sa distinction d'avec le domaine technique. Descartes sépare bien le domaine du jugement théorique et celui du jugement pratique, puisqu'il accepte de constituer une morale provisoire. Mais il identifie le domaine théorique et le domaine technique afin de pouvoir affirmer l'unité absolue du savoir. On peut admettre l'assimilation du biologique et du technique sans supposer celle du technique et du mécanique. Car dans la structure technique il y a un élément de finalité qui n'existe pas dans le domaine mécanique, et, plus généralement, scientifique. Alors, l'assimilation de l'être technique et de l'être vivant est féconde, car elle permet de définir la cohérence d'un domaine de réalité dans lequel de nouveaux types de jugements sont possibles. Par ailleurs, la relation homme-machine peut devenir source de réflexion au sens propre du terme, car l'être vivant peut découvrir dans le rapport à la machine la relation avec un analogue réel et objectif. Or, cet analogue réel et objectif présente par rapport à un analogue vivant, conscient, et capable de s'inventer lui-même, l'avantage épistémologique de se trouver situé au bout de voies d'accès dont il établit la compatibilité par son unité. L'objet technique peut être connu objectivement comme un être naturel.
Il peut aussi être connu comme objet de l'action ou instrument de l'action, c'est-à-dire comme un analogue simplifié de l'être dynamique qu'est l'homme. Grâce à cette double situation, l'être technique offre à l'homme un paradigme riche pour penser unitairement son action et sa structure, car c'est bien d'une connaissance d'ordre réflexif saisissant à la fois la connaissance et l'action, la structure et l'opération, qu'il est nécessaire de disposer pour pouvoir penser une réalité telle qu'une maladie psychique ou mentale, ou le degré de responsabilité qui est afférent à telle conduite déterminée en relation avec un caractère défini, vicieux ou pervers. Dans ces conditions se légitimera théoriquement et réflexivement ce que l'on pressent par une espèce d'intuition de l'équité. Un degré de responsabilité n'est ni un fait ni une valeur. Il est une notion optative, s'inscrivant dans l'effort humain pour réparer et compenser une fissure faite à l'ordre du normal, une déhiscence sociale et intérieure qui s'est produite et qui apparaît comme un phénomène pathologique, même si une apparente normalité statistique confère à ce phénomène le statut d'une réalité coutumière. En ce sens, on ne peut accepter la définition que Durkheim donne du crime, et de la normalité du crime, dans les règles de la méthode sociologique. En effet, Durkheim définit une relativité de la criminalité par rapport à l'ensemble d'une société, et tire de cette relativité la démonstration du caractère social, extérieur à l'individu, de la normalité des actes. Or, selon cette théorie de la transductivité que nous indiquons ici, la criminalité est dans le rapport individu-société, mais elle ne serait pas définissable par ses caractères propres si ce rapport n'était pas pensé et vécu par l'individu comme rapport. Il y a une réalité du rapport, non seulement pour le philosophe qui réfléchit, mais aussi et d'abord pour l'individu qui agit dans la société. Ce rapport constitutif de la délinquance n'est pas seulement une réalité objective pour le savant qui appréhende le réel. Il est en lui-même un rapport qui se définit comme rapport et qui n'existe qu'en tant que rapport. Cette réalité n'est ni purement théorique ni purement pratique. Elle est primitivement et définitivement théorique et pratique. Elle est fait et acte avant d'être objectivable comme fait sociologique. L'appréhension sociologique, objective et positive, ne retient de ce fait acte que l'un des deux termes entre lesquels il instituait le rapport, si bien que jamais l'attitude sociologique ne peut définir avec exactitude la normalité d'un acte, oscillant entre la recherche d'un critère statistique et celle d'une loi déterministe de structure de l'obligation dans chaque société. Cet effort pour théorétiser la réalité pratique aboutit à l'évanouissement de la réalité de l'individu comme être transductif. Dans la pensée sociologique conforme aux règles définies par Durkheim, l'individu est fait de deux moitiés qui paraissent liées par le hasard ou la nécessité naturelle, mais non par un dynamisme alagmatique. L'intériorité organique, faite de sensations, d'affections, de tendances et de réflexes, s'oppose à la partie socialisée de l'individu, faite de connaissances rationnelles et exprimables, de sentiments, de conduite volontaire. La totalité individuelle n'apparaît que comme une hiérarchisation de ces deux domaines, le domaine organique étant soumis au domaine socialisé dans l'individu. Or, c'est précisément au niveau de la relation entre cette intériorité et cette transcendance que l'unité individuelle s'instaure et que l'activité se définit. L'individu est en cela semblable à une machine qui se règle elle-même dans sa relation au milieu, de manière telle qu'on ne peut pas dire si le résultat de ce retour continu d'information est une influence du milieu sur l'individu ou de l'individu sur le milieu. Il y a en fait autoconstitution de la relation qui pose ces termes dans la mesure où elle existe. C'est cette réalité que nous nommons optative. Elle suppose que le droit n'est jamais entièrement défini avant l'action à laquelle il s'applique, parce que cette action est constitutive d'une structure qui a valeur de normativité. Chaque acte entre pour une certaine part dans la définition de la normativité qui le qualifie. Il existe une réciprocité de la norme et des actes, au point que l'on pourrait dire que chaque acte est une certaine affirmation de normativité implicite, qui rencontre la normativité constituée antérieurement posée par d'autres actes.
Chaque acte affronte la normativité constituée au moyen d'un certain pouvoir que l'on pourrait nommer normativité implicite constituante. La responsabilité d'un homme dans l'action est pensable seulement au niveau de cette relation alagmatique entre une normativité constituée et une normativité constituante. La bipolarité manichéenne du bien et du mal doit alors être abandonnée pour une intention plus profonde. La responsabilité n'est jamais le fait du sujet de l'action tout seul. L'acte au sujet duquel il y a responsabilité est celui qui réalise une synergie entre la normativité constituante et la normativité constituée. C'est l'acte qui a un sens, non à proprement parler dans le système fermé constitué par la normativité déjà donnée, mais dans le système virtuel constituable par la synergie de la normativité constituante et de la normativité constituée. C'est l'acte proprement libre, c'est-à-dire qui ne se justifie que dans la totalité qui n'existerait pas sans lui. Un acte déterminé par la systématique déjà donnée de la normativité sociale ou de la normativité particulière de l'individu qui agit ne peut être un acte libre. Il est, comme l'objet technique abstrait, une application. Il n'est même pas un acte du tout, mais un effet conforme à un système de déterminisme dans un enchaînement de causes et d'effets. Un acte est ce qui résout un problème. L'acte est hyper-normatif, car il est le geste capable d'incorporer et de promouvoir une compatibilité entre deux normativités, celle de la société et celle de l'être particulier. Or, cette compatibilité ne peut être posée du point de vue de l'une ou de l'autre des deux normativités. Toute normativité est constituante ou constituée, particulière ou sociale. Ce n'est pas dans une normativité que deux exigences normatives antagonistes peuvent découvrir leur compatibilité, mais bien dans l'acte, relation réelle qui a valeur d'être. L'acte libre est celui qui n'est intelligible que dans le domaine de réalité qu'il institue. La conformité de l'action à la norme extérieure, ou la conformité de l'action à la norme intérieure ne font pas l'acte libre. Un acte qui, avant d'être accompli, est déjà conforme à une norme ne peut être libre. La normativité de l'acte libre est optative. L'acte vise et postule cette synergie des deux normativités. Il la situe au point de fuite de la normativité constituante et de la normativité constituée. L'acte fait apparaître un ordre de réalité dans lequel sa justification pourra être découverte. Tout acte est un emprunt, un postulat envers une normativité non encore construite. L'acte est débiteur de sa justification envers l'ordre qu'il vise à instituer, comme l'invention technique qui crée les conditions de possibilité de l'objet qu'elle institue. Un pur individualisme ou un pur sociologisme font accent aigu vanouir la liberté de l'acte. Un acte qui peut s'expliquer avant d'être accompli n'est pas un acte, parce qu'il n'institue pas une relation entre les deux normativités. Il n'est qu'un pur symbole, une affirmation de valeur, un langage inactif. L'acte est un accomplissement transindividuel et transtemporel qui a un degré ontologique de consistance. L'acte gratuit ou l'acte traditionnel ne sont que des fantômes. L'acte véritable est de même nature que l'invention technique. Ainsi peut s'édifier une doctrine de l'acte libre pour laquelle la responsabilité ne peut être pensée selon la pure intention ou selon le résultat objectif de l'acte pris comme événement dans le cours de la vie d'une société. L'objectivité ou la subjectivité sont impuissantes à poser la responsabilité de l'acte, parce qu'elles le réduisent au fait ou à l'intention, parce que ce sont les termes de la relation et non l'activité de la relation elle-même que l'on saisit dans l'objectivité du fait ou dans la subjectivité de l'intention. D'ailleurs, la considération du fait, tout comme la considération de l'intention, aboutit à un formalisme dans lequel la consistance de l'acte disparaît. Car l'intention est bonne ou mauvaise indépendamment du schème de l'acte, comme le fait est légal ou illégal selon les circonstances qui l'entourent et non d'après son schématisme fondamental. L'intention est intérieure à l'individu particulier, mais extérieure à l'acte, parce que l'acte est transindividuel. De même, la circonstance d'une action est objective, mais extérieure à l'acte,
car elle ne coïncide qu'avec les caractères de cet acte saisi comme fait. La réalité de l'acte est dans la consistance de son dynamisme et dans la cohérence de son schème. Cette cohérence de l'acte n'est pas une coïncidence avec les motifs ou mobiles de l'être particulier, car, dire que l'acte est cohérent avec les instincts ou les tendances d'une personne, ce n'est pas dire que l'acte est cohérent avec lui-même. Les conditions de cohérence psychologique d'une personne avec elle-même ne doivent pas être confondues avec les conditions de cohérence d'un acte avec lui-même. Un caractère est cohérent avec lui-même selon le principe d'identité, ce qui autorise une classification des caractères. De même, les conditions sociales d'un acte sont connaissables selon le principe d'identité, et peuvent être soumises à une classification par genre et espèce. Or, l'acte ne peut être soumis à une pareille classification. Il ne peut qu'être ordonné à l'intérieur d'un domaine de transductivité. Ce domaine n'est ni celui de l'intériorité d'un homme, ni celui de l'histoire d'une société. Il est celui de la totalité de l'action d'un homme ou d'un groupe d'hommes en tant qu'ils ont été réunis par la synergie d'une action. Le véritable concret n'est ni le caractère ni le milieu, mais l'action, qui institue la relation transductive du caractère et du milieu. Pour cette même raison, l'acte qui est une réalité transductive ne peut être considéré comme isolable dans le temps sous forme d'une pulsion. Seul le donné social, circonstance, ou le retentissement de l'acte dans l'intériorité du caractère peuvent être localisés dans l'instant. L'acte est un, par nature, et c'est en l'acte que s'unifie une vie humaine. Une vie est un acte ou une esquisse d'actes, mais ne peut comporter une longue série d'actes isolés les uns des autres. C'est le tout qui est l'acte, dans le repos comme dans le geste efficace, dans l'intégration comme dans la différenciation. C'est à cette réalité transductive que nous rattachons l'individualité car c'est cela même qui est indivisible et un, et qui constitue le principe de l'indivisibilité et de son unité, au niveau des êtres singuliers et des collectivités. Elle suppose l'individualité et est individualisante. Elle est l'auto-entretien de l'individualité. Le paradigme technologique est fondé sur la structure de l'acte, semblable dans l'être technique et dans l'être vivant. Le fonctionnement d'une machine dépasse le déterminisme des conditions extérieures et le déterminisme des conditions intérieures de la machine. En plus de son déterminisme intérieur, degré d'usure, échauffement, conditions énergétiques, la machine est porteuse d'un réseau organisé de schèmes qui règlent son fonctionnement de manière à réaliser la relation entre le déterminisme extérieur et le déterminisme intérieur. Son fonctionnement est une relation entre deux déterminismes, et ce fonctionnement se règle lui-même, selon une normativité qui s'élabore dans le fonctionnement. C'est ce schématisme du fonctionnement cause de soi qui individualise la machine, et non ses caractéristiques statiques particulières, comme par exemple le métal dont elle est faite, ou les conditions dans lesquelles elle fonctionne au sein du milieu, par exemple le type d'énergie qu'elle utilise. Remarquons que ces deux points de vue intérieur et extérieur permettraient de classer les êtres techniques par genre commun et différences spécifiques. Locomotive électrique, locomotive diesel électrique, locomotive à vapeur, wagon de fer, wagon de bois. Mais ces caractères ne permettent pas de saisir le fonctionnement lui-même, qui individualise l'être technique. Dans le domaine technique, il n'y a pas à proprement parler de bons et de mauvais êtres techniques. Chaque être technique est susceptible d'une série ouverte de fonctionnements selon les conditions intérieures et extérieures, et l'on peut hiérarchiser des fonctionnements par rapport à eux-mêmes, car il est possible de définir quel fonctionnement emploie le plus complètement toutes les possibilités de l'être technique, en créant la synergie du fonctionnement particulier de toutes les structures existant dans l'être technique. C'est alors le fonctionnement qui possède la plus haute quantité d'informations. Ainsi, on peut employer une locomotive comme chaudière fixe, on peut même l'employer comme réservoir d'eau automoteur, mais on doit hiérarchiser ces emplois par rapport à l'individualité de la locomotive. L'emploi comme chaudière fixe laisse de côté tout le mécanisme moteur, mais utilise le foyer, les pompes, la chaudière,
et tout le dispositif de sécurité thermique. L'emploi comme réservoir est plus bas, car il utilise seulement une fraction peu importante du mécanisme, les pompes, et de la structure, les réserves d'eau. Le déficit éprouvé, par rapport à un être technique, employé selon sa fonction propre, est d'autant plus grand que le fonctionnement employé est plus dégradé par rapport au fonctionnement le plus haut possible. Une locomotive constitue encore une chaudière fixe acceptable, bien qu'elle ne possède pas de condenseur, organe trop lourd et trop volumineux pour qu'on songe à l'utiliser sur une installation mobile. Mais la même locomotive devient un mauvais réservoir. Avec le même tonnage, il serait possible de transporter 15 fois plus d'eau sur un véhicule construit pour cet usage. Cette décroissance s'explique par le fait que, dans le premier cas, on utilise encore la moitié de la quantité totale d'informations internes de la locomotive, le générateur de vapeur. Alors que dans le second cas on n'utilise qu'une très faible partie de la quantité d'informations recélées par l'être, par la nouvelle relation qu'on institue avec les conditions extérieures. C'est qu'il existe une unité interne de l'être technique, qui fait décroître très rapidement la quantité d'informations disponibles quand le fonctionnement n'intéresse qu'une faible partie de la structure totale. On fait ici l'épreuve négative de la cohérence du fonctionnement. Ce fonctionnement ne peut être jugé que dans une relation complète au monde, et non dans une relation inessentielle. Il peut donc y avoir un mauvais fonctionnement qui ne provient ni du monde ni de l'objet technique, mais du mode de relation entre le monde et l'objet technique. C'est cette relation qui peut être accent aigu valuée par une quantité d'informations. Cette réalité est si importante dans le domaine des techniques qu'il est parfois nécessaire, pour obtenir dans de bonnes conditions un aspect très restreint du fonctionnement, de produire le tout du fonctionnement, afin d'obtenir aussi cet aspect restreint que l'on désire. Ainsi, un amplificateur à tubes électroniques doit pouvoir délivrer une certaine puissance, et, lorsqu'on a besoin d'une très faible puissance, il est nécessaire ou bien de modifier l'amplificateur afin de l'approprier à la nouvelle résistance de charge, ou bien de dissiper artificiellement l'énergie dont on n'a pas besoin, afin de conserver des caractéristiques satisfaisantes de fonctionnement. Sinon, la régulation par causalité récurrente ne peut jouer. Si l'on était contraint d'utiliser un amplificateur de puissance comme amplificateur de mesure, il vaudrait mieux installer un pont diviseur dans le circuit de sortie plutôt que de diminuer les tensions d'alimentation ou de réduire le signal à l'entrée. Remarquons que la valorisation d'un être technique peut correspondre à deux appréciations fonctionnelles profondément différentes. Un mauvais fonctionnement peut être soit un fonctionnement anomique par rapport à lui-même, soit un fonctionnement différent du fonctionnement recherché et projeté par le constructeur, mais stable par rapport à lui-même. Ainsi, un amplificateur électronique qui auto-oscille ne peut remplir convenablement sa fonction amplificatrice. Cependant, le fonctionnement oscillant n'est pas une négation ou une destruction du fonctionnement amplificateur. Pour que l'amplificateur oscille, il faut qu'il amplifie les signaux issus de lui-même en les reprenant sur la grille de commande. Un amplificateur qui oscille n'est pas un mauvais amplificateur. Il est un amplificateur doué d'une structure particulière, à savoir un report d'énergie de la sortie à l'entrée, avec un déphasage convenable des signaux. L'oscillation n'est pas une fonction séparée de l'amplification, ni une sous-espèce de l'amplification, mais une structure opératoire de l'amplification, un mode de l'amplification. Elle est l'amplification elle-même en tant qu'elle opère sur des signaux issus de l'amplificateur. Ce n'est que selon la préoccupation pratique qu'il y a là un défaut. Le défaut consiste en ce que les organes qui avaient été constitués pour réaliser l'amplification sans réaction ni déphasage la réalisent avec une certaine réaction, par induction magnétique ou électrique, ou par impédance commune d'alimentation, et avec un certain déphasage, dû aux systèmes impédance-capacité, ou à un nombre impair d'étages. Cette réaction déphasée est un défaut parce qu'elle est involontairement produite, et demeure pour cette raison incontrôlable.
mais elle peut conduire à un fonctionnement parfaitement stable en lui-même. Elle ne diminue pas la quantité d'information totale de l'amplificateur oscillateur, puisqu'elle incorpore complètement les caractéristiques de l'amplification. Au contraire, un amplificateur dont un étage présente une polarisation incorrecte ou une émission électronique irrégulière perd sa structure dynamique. C'est son fonctionnement lui-même, oscillant ou non, qui est rendu instable par cette irrégularité. La cessation du fonctionnement d'un organe rend vain le fonctionnement des autres, parce que l'ordre fonctionnel interne se trouve détruit. Une chaîne vaut ce que vaut le plus faible de ses maillons. Dans ce second cas, on dira, non que l'amplificateur est mauvais, mais qu'il est en mauvais état en l'un de ses organes. C'est bien là qu'intervient la différence la plus profonde entre l'attitude du technologue et celle du simple utilisateur. Le simple utilisateur aura tôt fait de juger l'amplificateur oscillant et de le déclarer « mauvais amplificateur ». Le caractère « mauvais » est répandu sur l'ensemble de l'être technique, parce qu'aucun organe n'est défectueux et parce que le fonctionnement est cohérent par rapport à lui-même. Par contre, le même utilisateur excusera volontiers l'appareil s'il voit qu'un organe précis a cessé de fonctionner, et il attribuera au hasard ce contretemps. L'être technique est disculpé quand le mauvais fonctionnement est dû à un élément précis et détachable, existant à une multitude d'exemplaires. C'est donc l'affaiblissement de la quantité d'information du fonctionnement qui disculpe l'être technique. Par contre, le technologue qui fait sur lui-même un effort réflexif ne peut considérer comme substantiellement mauvais l'amplificateur auto-oscillateur, pas plus qu'il ne peut entièrement détacher par la pensée le fonctionnement du second appareil de sa partie défectueuse. Il existe en effet une relation entre le fonctionnement du tout et le fonctionnement de la partie d'un être technique. Ce n'est pas un pur accident sans relation à l'être qui fait que telle partie se trouve détériorée. Cette détérioration admet parmi ses causes les conditions dans lesquelles elle a été placée par le fonctionnement global de l'ensemble. Pour le technologue, les deux cas sont beaucoup plus voisins que pour le simple utilisateur, car le technologue n'accepte pas la séparation du tout et de la partie. Il ne peut accepter non plus l'appréciation prélogique qui qualifie un être technique en le considérant comme bon ou mauvais. Tous les jugements du technologue visent l'ensemble des schèmes d'activité qui constituent un être technique dans son fonctionnement. Pour la réflexion, un fonctionnement en apparence normal qui aboutit à la détérioration d'une partie de l'être n'est nullement préférable à un fonctionnement stable mais inutile et non voulu par le constructeur, se produisant à cause de relations involontaires entre les différentes parties de l'être technique. Dans le premier cas, nous n'avons pas affaire à un schématisme correct entravé par un accident inessentiel, sans relation avec ce dernier, mais bien à une conséquence interne du schématisme lui-même. Cela constitue un cas de causalité récurrente, le fonctionnement ayant entraîné le non-fonctionnement par détérioration d'une partie indispensable au fonctionnement. La seule différence réside dans ce fait que, dans le cas de la détérioration, la transformation est irréversible, et que par conséquent le fonctionnement ne peut avoir la stabilité d'une itération permanente. Dans le cas de la première relation au contraire, le fonctionnement est stable au lieu de suivre une évolution irréversible. L'évolution autodestructive n'est pas meilleure qu'un fonctionnement non voulu. Dans les deux cas, le jugement technique constate l'absence des conditions optatives. Toutefois, le technologue doit préférer le fonctionnement non autodestructif, parce que ce fonctionnement ne le trompe pas et ne se présente jamais comme un fonctionnement satisfaisant pendant le bref instant où le défaut se cache, alors qu'un fonctionnement non souhaité mais stable est connu dès le début. L'être technique alors ne se dégrade pas, et il peut redevenir conforme à l'optatif par une modification qui n'ajoute rien à la quantité d'information de sa structure, et qui peut ne porter que sur des relations entre les différentes parties, elles-mêmes immodifiées, ce qui n'est jamais le cas de l'être technique qui a subi une dégradation. Le jugement du technologue est donc opposé à celui du simple utilisateur. L'être technique stable peut être paranormal sans être dégradé. Il n'est pas déficient. Au contraire,
l'être technique autodestructif doit être réformé dans sa structure même. Quelque chose de lui doit être nié et réformé. Il renferme une contradiction interne, et a besoin en quelque manière d'être récréé, refait. Le jugement éthique présente des analogies dynamiques profondes avec le jugement technique. Comme lui, il est susceptible de s'exercer à deux niveaux très différents, selon qu'il exprime une pensée morale profonde ou une simple réaction au niveau des conduites spontanées. Au niveau des conduites spontanées, le jugement éthique opère une identification de tout l'homme à une conduite pour le classer dans une catégorie bonne ou mauvaise. Le critère de cette dernière est une conduite stable mais non conforme aux valeurs constituées. Ou bien alors, le jugement spontané isole une conduite déterminée et la détache du sujet qui l'a accompli pour disculper ce sujet, en déclarant que ce sujet n'a pas été libre, et que l'action incriminée est attribuable à un défaut, un manque, plutôt qu'à une opération positive. Au contraire, une pensée morale profonde ne juge pas, car aucune de ces deux formes de jugement ne peut convenir à son objet. Le véritable jugement moral, comme le jugement technique, ne peut être qu'un optatif. Il comporte énonciation de la voie réparatrice ou régulatrice. Le vrai jugement moral, comme le vrai jugement technique, est inadéquat s'il vise à être une pure expertise. Il ne peut se dissocier du début du geste réparateur. Même le jugement porté par le sujet sur lui-même est d'ordre optatif. Il est ferme-propos, forme auto-constitutive de l'appréciation de soi. Seule la visée optative a une valeur cognitive, car cette valeur cognitive ne peut être le fait que d'une relation adéquate, et la relation adéquate est ici celle qui traite la réalité technique ou morale comme transductive et non comme substantielle ou accidentelle. De ceci résulte le fait que la relation intersubjective dans le monde des activités techniques passe par cet aspect d'universel concret d'un optatif. De même, la relation intersubjective des jugements portés sur l'homme est valable dans le sens d'un universel concret que l'on peut nommer un optatif. C'est par là que se légitime la proposition initiale de cette étude. Un acte véritable est ce qui institue une normativité optative capable d'incorporer la normativité constituante et la normativité constituée. Le jugement technique, comme le jugement portant sur l'homme, jugement à la fois psychologique et moral, comme le jugement de liberté et de responsabilité, répondent à cette normativité qui s'institue d'une part dans le fonctionnement souhaité, d'autre part dans la normalité rétablie par le juge qu'est autrui ou par le sujet se jugeant lui-même. Par cette possibilité de se juger, le sujet se dépasse lui-même et se confère une réelle transindividualité. La conscience morale est une condition d'accès à l'être de la transindividualité. Mais on doit remarquer que ce qu'on nomme conscience morale est un mixte de conscience normative et de conscience psychologique. Elle est en fait une conscience technologique de l'homme vis-à-vis de lui-même. La conscience morale est satisfaite quand elle découvre que l'action est féconde et bien ordonnée par rapport à elle-même. La psychologie est la morale des moyens, comme la morale est la psychologie des fins. La conscience de soi est optative. Elle est le mixte de la conscience psychologique et de la conscience morale, parce qu'elle est la conscience de l'acte, et que l'acte est la découverte d'une compatibilité entre une normativité constituante et une normativité constituée. Ce qui est fin pour l'une est moyen pour l'autre et réciproquement. Une réalité, psychologique pour l'une des normativités, est morale pour l'autre. La compatibilité est ici réciprocité des fonctions complémentaires. Si nous considérons le rapport entre la pensée et l'action, nous découvrons le même caractère transductif de la réalité qu'est l'acte. L'acte s'insère dans l'existence comme un mixte de connaissance et de désir. Il est au point de compatibilité entre les pulsions toujours mouvantes et la nécessité de la connaissance. L'acte est ce qui dans la vie est susceptible d'être réfléchi, soit avant, soit après l'accomplissement. Nous ne voulons pas dire par là que l'acte est toujours le fruit d'une décision préalable. Mais il est ce qui est racine de réflexion, et s'insère entre une réflexion antérieure et une réflexion postérieure.
L'acte se situe d'emblée sur un terrain réflexif comme résultat d'une différenciation et point de départ d'une intégration. Or, ce qui est intégration à l'intérieur du sujet est différenciation à l'extérieur, et réciproquement. L'acte est la réalité qui est à la fois objet et sujet et possède toujours un versant par lequel elle est un fait et un autre par lequel elle est une intention qui se réalise. L'acte est donc la réalité grâce à laquelle la réactivité, c'est-à-dire la récurrence de causalité du sujet, est possible. L'acte est ce par quoi une connaissance de soi devient une action et une action personnelle une connaissance de soi. C'est cette réciprocité de la connaissance et de l'action dans l'acte que Spinoza a notée, en la traitant comme une identité et une simultanéité. Mais la même réalité de réciprocité peut être pensée sous la forme d'une successivité des deux phases. Il faut cependant dans ce cas introduire une correction qui tienne compte de la précession de l'intégration sur la différenciation ou de la différenciation sur l'intégration. Nous voudrions par conséquent remplacer le parallélisme spinoziste par une théorie de la complémentarité successive. C'est dans le rapport de phase caractérisant cette successivité que se trouverait résider la réflexivité, instrument d'adéquation entre le dynamisme d'intégration et le dynamisme de différenciation, et résultat de cette adéquation partiellement réalisée. Nous voyons dans les techniques la même autocréation par cycle successif. Pour qu'une technique se développe, il faut que ses schèmes soient une permanente exigence d'invention. Mais pour qu'une invention conduise à une autre invention, il faut qu'elle soit devenue réalisation, car ce n'est qu'à partir d'une réalisation qu'une nouvelle exigence d'invention peut se manifester. C'est de la même manière que, de l'intention à l'intention, il faut l'acte devenu un fait. Cet aspect, discontinu en apparence, et qui comporte une structure temporelle de relaxation, est valable aussi bien pour les optatifs éthiques que pour les optatifs techniques. Cette analogie entre le jugement technique et le jugement de valeur appliqué à l'homme permet de concevoir ces deux jugements comme des réalités pensables dans une alagmatique, plus vaste que toute technologie mais contenant la technologie comme un cas particulier. C'est vers une refonte des notions culturelles que cette analogie entre les schèmes techniques et les schèmes du jugement porté sur l'homme doit être orientée. Seule cette découverte et cette construction d'une médiation pourra permettre d'envisager comme possible une unité culturelle des problèmes relatifs au statut de l'individualité. La construction d'une pareille culture transdoctive pourrait se hausser jusqu'à la position des termes du problème politique. Le monde de la pensée politique est en effet lui aussi de nature optative. Il est une médiation supérieure entre un monde purement éthique et un monde purement épistémologique. Une manière de penser le problème politique comme un effort pour faire pénétrer dans l'existence des valeurs morales malgré les nécessaires concessions qu'il faut faire à l'état de fait et au sens des réalités, est par définition inadéquate. La pensée politique ne doit pas être un mélange imprécis de préoccupations réalistes et d'idéaux éthiques chimériques mais purs. La pensée politique doit être une pensée exacte. Elle ne peut l'être que sur le terrain du jugement optatif. Une culture transdoctive est la condition d'adéquation de la pensée politique. Une culture transdoctive est politique par excellence, et ne peut pas ne pas aboutir à une politique, non comme à une conséquence déduite, mais comme à une explicitation du sens implicite et des postulations inhérentes à la démarche transdoctive. Le jugement technique et le jugement de valeur sont des cas particuliers du jugement politique, qui est le jugement transductif entièrement explicité. Le jugement technique et le jugement de valeur sont implicitement politiques. Ainsi se constitue un ensemble des optatifs comprenant le monde technique, l'exercice du pouvoir judiciaire et la pensée politique. Le jugement politique, pour être valide, doit apparaître comme une relation de la justice et de la technique. Il est le foyer de leur caractère optatif et constitue le terrain de leur relation. Les fondements d'une telle doctrine pourraient être découverts dans la recherche de Platon ou dans le Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza. Malgré la grande différence entre les conclusions auxquelles parviennent ces deux auteurs, il existe chez l'un comme chez l'autre une méthode transdoctive,
qui consiste à refuser de faire de la pensée politique une pure morale ou une science contemplative isolée. Cette méthode exige la réciprocité, ou l'unité, de l'action et de la connaissance. Elle refuse la distinction entre l'ordre de la vie intérieure et celui de la vie publique. C'est en ce sens que la pensée de Platon s'oppose à celle des sophistes et la pensée de Spinoza à celle de Machiavel. Celle de Platon et de Spinoza intègre l'individu à une totalité, mais à une totalité véritable et complète, non à une faction qui n'est qu'une partie et tend à se prendre pour le tout. Elle établit également un ordre de la transductivité temporelle, refusant l'opportunisme qui est une illusion due à une importance exagérée accordée au présent, le traditionnalisme qui est la même illusion concernant le passé, et la mystique révolutionnaire, qui est encore la même illusion concernant l'avenir. Enfin, elle se préoccupe d'établir un ordre de transductivité spatiale, affirmant que dans le pouvoir la totalité des êtres doit être représentée, et non pas seulement un nombre grand ou petit qui se donne pour la totalité. Les moyens sont différents selon les systèmes, mais on doit remarquer que dans la cité platonicienne, les magistrats philosophes sont non pas les dominateurs de la cité mais les dépositaires d'un pouvoir qu'ils exercent sur eux-mêmes comme sur les guerriers et les artisans ou paysans. Ils ne gouvernent pas selon leurs fantaisies ou leurs intérêts, et sont la tête de l'organisme social qu'est la cité. Ils sont justes, c'est-à-dire qu'ils savent se localiser et se classer à l'intérieur d'un ordre transductif qui est celui de la cité prise dans sa totalité. Cette politique n'est pas un pur aristocratisme, c'est l'idée de justice, qui, dans la cité comme dans l'individu, assure la stabilité de l'ordre transductif. Chez Spinoza, la théocratie donnée comme modèle de la constitution politique est le régime qui présente le plus grand détachement par rapport aux intérêts immédiats du présent, et la plus grande indépendance par rapport aux communautés particulières. Et de même que Platon considère la pensée politique comme une des plus hautes occupations du philosophe, de même, Spinoza établit la nécessité de la pensée adéquate et de la sagesse pour la pensée politique. Ce n'est sans doute pas sans raison que ces deux philosophes ont montré l'un et l'autre le caractère négatif de l'erreur, et l'étroite liaison de la connaissance et de l'action. Leur doctrine de la culpabilité humaine, supposant que la faute est une erreur, est très semblable. On ne doit pas s'étonner du fait que leur conception du jugement politique est assez peu différente de celle que l'on pourrait définir au point d'achèvement d'une doctrine transductive, car cette transductivité existe pour l'un comme pour l'autre dans le soubassement implicite du jugement politique. La doctrine de la responsabilité judiciaire. En s'élevant plus haut, on peut trouver dans la relation de la contemplation et de la vie active le symbole de ce sens de la transductivité. Pour l'un comme pour l'autre, contemplation et action sont liées et se conditionnent mutuellement. La réalité politique devient une expression de cette rencontre, qui demeure l'optatif suprême. Que les philosophes soient rois ou que les rois soient philosophes, comme dira plus tard Pascal s'inspirant de Platon. Les tentatives de Platon auprès de Denis, l'effort de Spinoza pour soutenir les De Witt montrent la même intention de participer au gouvernement, par les actes les plus hauts et les plus nobles, et par le refus des calculs opportunistes. Le caractère d'opposition au régime et de critique de la vie politique se trouve aussi bien chez Platon devant les formes de la démocratie ou de l'oligarchie athénienne que chez Spinoza devant la montée des partisans de Guillaume d'Orange aux Pays-Bas. Spinoza voulant placarder une affiche qui traitait ses contemporains de « ultimi barbarorum », parce que l'émeute les avait poussés à faire périr un homme de bien fait songer au réquisitoire dressé par Platon contre ce tribunal d'enfants condamnant le médecin et décernant des récompenses aux cuisiniers. D'après l'exemple de Platon et de Spinoza, nous pouvons penser que le jugement politique peut intervenir au niveau réflexif comme une promotion de la transductivité. Le fait que la préférence pour telle ou telle forme de régime introduit des différences entre les systèmes politiques de chacun des philosophes ayant écrit à des époques variées et employant la même méthode n'est pas une preuve d'incohérence mais signifie que la pensée transductive est une pensée optative et non une pensée classificatrice.
Elle ordonne donc le domaine des actions humaines et des communautés positives de manière à réaliser la possibilité permanente du jugement optatif, quel que soit l'état positif de ces communautés. La pensée transdoctive en politique n'est pas une pensée dualiste et éthique qui commencerait par définir les bons et les mauvais, les opinions bonnes et les opinions mauvaises, selon un schéma adversatif défini. Une pareille pensée resterait au niveau de l'opinion et de la connaissance inadéquate. Cette pensée transdoctive introduit un optatif à l'intérieur de chaque action et de chaque communauté positive. Elle polarise ses actions et ses dynamismes collectifs, si bien qu'une répartition en classes et genres voit se superposer à elle une répartition horizontale qui polarise chaque groupe et crée une force qui n'est pas parallèle à d'autres dans une compétition d'opinions synergiques ou en opposition, mais transdoctive par rapport à elle. On peut donc supposer qu'à l'intérieur d'actions différentes ou de communautés positives très diverses et parfois affrontées sur le plan des opinions et de la connaissance inadéquate apparaisse une synergie d'orientation. C'est sur ce plan, à savoir celui de l'acte, que la pensée politique doit découvrir sa transductivité caractéristique. Par exemple, il peut y avoir un dynamisme transductif dans des partis très différents par leur réalité positive, c'est-à-dire par leur composition sociale, religieuse, et leurs traditions historiques, ou même la politique tactique de leurs dirigeants. Toute pensée et toute action, approfondie par la réflexion, peut découvrir ce dynamisme susceptible de devenir synergique par rapport à d'autres dynamismes découverts au terme de cheminements différents. Chacun de ces cheminements consiste à se détourner de la voie facile qui se borne à systématiser un état positif en valorisant directement des déterminations, et à créer une pseudo-substantialité des opinions qui les élève au rang de dogme, en faisant d'elles une scolastique des opinions et des valeurs. La scolastique consiste en effet à adopter un mode de pensée qui définit des classes fondées sur la relation d'inclusion et d'exclusion, par la méthode du genre prochain et des différences spécifiques. Tant que cette classification demeure uniquement cognitive, elle n'est pas une scolastique, mais un simple inventaire représentatif. Par contre, elle devient une scolastique à partir du moment où, sur cette première classification représentative, vient s'appliquer un schématisme des jugements de valeur. La classification représentative est alors de ce fait même promue au rang de système ontologique. La notion qui devient valeur se donne comme réalité. Ayant oublié ses origines inductives et sa réalité épistémologique, la classification valorisée devient dogme. Or, une pareille doctrine scolastique ne peut en aucune mesure comprendre ce qu'est la transductivité, car elle s'efforce de faire entrer, pour la juger, la pensée transdoctive dans son système de référence, ce qui est par définition impossible. N'ayant que deux catégories, à la fois éthiques et épistémologiques, cette pensée scolastique, devant l'échec qu'elle éprouve lorsqu'elle veut classer la pensée transdoctive, et constatant que cette pensée n'est pas identique à la norme du bien qu'elle s'est fixée et par laquelle elle se définit en se classant dans un des deux groupes que son dualisme ménage, rejette la pensée transdoctive dans la classe de ce qui, n'étant pas avec elle, est donc contre elle. Pour les différentes scolastiques, la pensée transdoctive a toujours été hérésie. Et l'hérésie est pourchassée plus que l'opposition, car la pensée scolastique, qui veut être le bien, accepte que le mal existe, et même a besoin de la réalité substantielle du mal pour être sûre de représenter le bien. Mais elle sent confusément que la pensée transdoctive la dépasse, et, condamnant son insuffisance, remplace elle-même et son adversaire par un effort unitaire qui anéantit la facilité scolastique. Toute domination temporelle conduit à une scolastique, qui est le recours à l'instrument spirituel pour universaliser et assurer cette domination. L'Empire romain a usé de scolastique envers les chrétiens primitifs, les soumettant à l'épreuve cruciale de l'adoration des idoles. Or, cette adoration était un simple geste social pour les fonctionnaires romains, alors qu'elle était une véritable adoration pour les chrétiens qui la refusaient. L'Inquisition a usé de scolastique envers les diverses pensées qu'elle considérait comme hérétiques.
Le pouvoir temporel et spirituel a usé de scolastique envers Port-Royal en obligeant à la signature du formulaire. Le communisme use de scolastique en appliquant une dialectique qui devient en fait une manière de répartir en deux classes les pensées et les hommes. Cette dialectique n'est plus une dialectique, pas plus que la pensée de l'Inquisition n'était la promotion d'une morale universelle. Les partis antagonistes du communisme appliquent une scolastique identique, aussi immobiliste et inféconde, et fondée seulement sur une autre mythologie. Et un centre fait de la négation des excès opposés reste au même niveau que les extrêmes qu'il sépare, reflétant seulement ce qu'il y a de commun aux deux extrêmes, à savoir la pensée scolastique. Sa mythologie consiste à classer en modérés et extrémistes les autres individus ou communautés, et à valoriser la modération pour dévaluer le caractère extrémiste. Or, cette classification par opposition aboutit au même résultat que la précédente, car les modérés ont besoin des extrémistes pour faire eux-mêmes partie de la classe des modérés. Un bien qui est l'antagoniste du mal est au même niveau que lui, et de même nature, comme on le voit dans toutes les guerres, et en particulier dans les guerres de religion. Il existe donc une neutralité qui n'est qu'un contre-extrémisme, et devient alors l'extrémisme du centre. Par cette méthode, il est possible de voir comment la réflexion de type philosophique recouvre son universalité au lieu de devenir une spécialité parmi d'autres spécialités. S'étant dégradé au point de devenir un genre, ayant abandonné son sens réflexif, la pensée philosophique s'est spécialisée dans un certain mode d'expression des problèmes et des aspirations de l'homme. Mais l'universalité que peut avoir une pensée devenue un mode d'expression est une universalité apparente. Une langue n'est pas une pensée mais l'instrument d'une pensée. Une philosophie devenue manière d'exprimer universellement ne peut être qu'une scolastique universelle, car le premier effort pour exprimer consiste à classer. Même si la classification n'est pas conceptuelle, même si elle s'efforce d'atteindre les essences telles qu'elles se manifestent, elle ne peut pas ne pas accepter une classification préalable qui lui fait perdre son universalité. Elle reste alors au service d'une réalité, d'une vérité ou d'une force antérieurement posée. La pensée philosophique est philosophie de telle ou telle réalité, de telles conditions, de telles situations. Un génitif d'appartenance suit toujours la définition d'une pareille philosophie. Par là se marque son caractère scolastique, provenant du fait que la pensée est déjà située à l'intérieur d'une classe d'êtres et ne peut par conséquent posséder une véritable fécondité, sa voie étant tracée par sa subsomption et son appartenance. C'est là pour la pensée qui a perdu sa véritable universalité une manière artificielle de se donner une nouvelle universalité, à savoir celle d'un mode d'expression. Or, cette universalité est illusoire parce qu'une pensée qui a dans ses origines refusé la transductivité pour instaurer une scolastique ne peut pas la découvrir ensuite au niveau d'un langage. Il restera donc un domaine qui sera par définition hors de l'appréhension de cette philosophie de l'expression, celui de la réalité transductive. Une pareille philosophie pourra recevoir les honneurs d'une société en quête d'une nouvelle scolastique, mais elle restera radicalement inadéquate par rapport au niveau de la réalité transductive. Elle ne pourra exprimer ni la réalité que pensent les sciences, ni celle qu'instituent les techniques. Elle ne pourra pas non plus se poser les problèmes de la responsabilité, et, plus généralement, elle ne pourra pas traiter les réalités relatives à l'individualité. L'existentialisme et la phénoménologie ont montré une relative incapacité à poser correctement ces problèmes. Heidegger présente d'une manière singulière le concept de monde, dans la mesure où il y intègre l'analyse des ustensiles qui constituent l'objet de la science. Bergson qui, à certains égards, a essayé de fuir toute scolastique pour aborder l'être par une connaissance non classificatrice, retombe pourtant sur une scolastique quand il définit les classes opposées de la réalité dont l'essence est la durée et de l'autre réalité pour laquelle la spatialité interdit l'application de l'intuition et ne tolère que la connaissance conceptuelle, utilitaire, scientifique par conséquent.
Ces deux classes sont des classes scolastiques, parce qu'elles ne sont pas seulement épistémologiques mais éthiques. Du côté de l'intuition se trouve le désintéressement et la spiritualité, la liberté, la morale de l'élan vital, de l'appel du héros ou de l'émotion créatrice. Du côté de la connaissance discursive, identifiée avec la connaissance conceptuelle, se trouvent les nécessités de l'action sur les solides, la matérialité, les conduites intéressées, le déterminisme, la morale close et la religion close. Pourtant, l'essai sur les données immédiates de la conscience pouvait se présenter comme un remarquable effort de transductivité, dressé contre le pragmatisme dont Bergson était parti. Mais il semble bien que de temps à autre, Bergson ait été tenté, comme tout homme, de transformer en instrument scolastique le résultat de son effort. Toutes les fois qu'il faut combattre, nous sommes tentés d'employer nos schèmes mentaux comme instruments de défense, en les transformant en scolastiques. La pensée philosophique peut trouver dans la méditation sur les objets techniques un exercice comparable à celui que les philosophes de l'Antiquité cherchaient dans la pratique des mathématiques. La pensée technique est source féconde et neuve de paradigmes originaux. Annexe sur la démarche ANALECTIQUE. Autour du mode d'existence des objets techniques, 4. Voir la présentation d'ensemble des 4 textes autour du mode d'existence des objets techniques, page 343. On pourrait donc parler d'une incorporation des schèmes techniques à la culture, qui deviendrait une condition régulatrice du progrès technique, permettant à l'évolution technique de s'accomplir par grandes époques bien découpées, se succédant sans lutter entre elles et sans se neutraliser. Un type particulier de sagesse humaine pourrait prendre naissance dans l'équilibre et la pondération avec lesquels seraient portés les jugements techniques. Le jugement technique ne doit pas être en effet un jugement pratique ou un jugement esthétique, mais un jugement d'une espèce particulière, qui permet de saisir dans son essence un objet technique et de le situer dans l'évolution qu'il a porté à l'existence et à laquelle il demeure intégré, non seulement parce qu'il en a été un des moments, mais parce qu'il a constitué à un moment une individualité complète. Contrairement au jugement qui nécessite une classification, le jugement technique n'utilise pas les genres et les espèces. Il fait appel à une mise en série des étapes d'évolution, et replace l'être technique dans cette évolution. Cependant, il n'est pas seulement historique et objectif. Il ne met pas au passé l'être technique ainsi remplacé. La mise au passé n'est que provisoire, comme un moyen de retrouver l'unité dont l'être technique faisait partie quand il était fonctionnellement intégré à un ensemble et concrétisé comme individu. Dès lors, le jugement a quelque chose d'analogue à un jugement de valeur, puisque cette concrétisation apparaît comme plus ou moins parfaite. L'objet est plus ou moins parfaitement technique, selon le niveau de synergie trouvé en lui. S'il est élément, selon le niveau d'autorégulation, s'il est individu, et enfin selon le niveau de liberté mutuelle des éléments et la richesse des combinaisons possibles, s'il est ensemble. L'habitude et le schématisme de tels jugements portés sur les objets techniques du passé que l'histoire nous présente constituent les bases d'une culture technique, c'est-à-dire d'une attitude spontanée abordant l'objet technique pour l'apprécier selon les critères essentiels et non d'après une appartenance purement contingente et fictive ou magique à un domaine prestigieux ou dégradé de l'activité humaine. La technicité est un monde de schèmes qui ne sont ni pratiques ni esthétiques. Il serait esthétique s'il se rapportait seulement à la convenance réciproque des divers objets techniques les uns par rapport aux autres, dans un monde de formes. Il serait pratique s'il se rapportait seulement à la convenance réciproque des objets techniques par rapport à des normes d'action. En fait, ils sont des jugements esthétiques absolus, portant sur le rapport de l'être à lui-même, et des jugements pratiques absolus, portant sur le fonctionnement de l'objet par rapport à lui-même. Éthique et esthétique coïncident parce qu'elles ne sont plus relationnelles mais ontologiques, se déployant à l'intérieur de l'être. Pour la même raison, causalité et finalité coïncident dans l'être technique. Bien loin qu'il faille calquer la connaissance de l'être technique sur les modes de connaissance courants que nous appliquons aux autres êtres,
il est possible d'utiliser comme paradigme l'être technique et de transposer les conditions épistémologiques de sa saisie à d'autres domaines. Le principe, en effet, qui guide cette prise de connaissance est celui de l'individualité de l'être. L'individu technique est le milieu d'une série ascendante dont l'élément est le point de départ et dont l'ensemble est l'aboutissement. Ce rythme de triade n'est pas dialectique, car l'individu ne nie pas l'élément, et l'ensemble ne nie pas l'individu. Ou plutôt, on pourrait dire que ce rythme est dialectique sans négation successive. La négation n'existe qu'au moment où l'on passe d'une phase à l'autre. Elle n'existe pas à l'intérieur de chaque phase, lorsqu'on passe de l'élément à l'individu et de l'individu à l'ensemble. On pourrait nommer analectique cette démarche qui procède par montée sans négation, montée constructive et positive, progressive sans destruction. Pour connaître adéquatement un être technique, il faut, au lieu de le soumettre à un réseau de genres et d'espèces, comme nous faisons quand nous replaçons un objet technique dans un domaine déterminé, comme l'automobile, l'aviation, la marine, le situer à sa place dans la démarche analectique, en tant qu'élément, individu ou ensemble. Ensuite, pénétrer dans sa systématique interne et expliciter cette systématique comme un certain schème de concrétisation, d'autorégulation ou de commutabilité réciproque et d'indépendance des conditions, selon qu'il s'agit du premier, du second ou troisième niveau. La question fondamentale, pour la connaissance de l'être technique, consiste donc à se demander si l'être est un individu, s'il est au-dessous de l'individualité, ou au-dessus de l'individualité. Cette interrogation sur le niveau par rapport à l'individualité permet de découvrir la nature et l'essence de l'objet technique, car le fait d'être élément, individu, ou ensemble constitue dans l'être technique une réalité dynamique de fonctionnement et statique de structure, et non pas seulement une appartenance extrinsèque et fortuite à un domaine déterminé d'activité humaine. Or, un pareil mode d'accès épistémologique, qui consiste à situer l'être par rapport au statut de l'individualité, peut s'appliquer à d'autres types de réalités. Index des noms. A. Alembert, D. Jean Leron 1-2 Anaxagore 1-2-3-4, 5 Anaximandre 1-2-3-4-5-6 Anaximène 1-2-3-4-5 Anzieux. Didier un Archimède un Aristophane 1-2-3-4 Aristote 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-29-30-31-32-33-34-45 Ashby. William Ross 1-2-3. B. Bachelard. Gaston 1-2-3-4-5 Bacon. Francis 1-2-3 Barbu. Marc Baruch. Henri Bataille. Georges Baudelaire. Charles Beauvoir. De. Simone 2 Berger. Gaston 2 Bergson. Henri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 Berkeley. Georges 2 Bertalamphy. Von. Ludwig Bertillon. Alphonse Bise. Paul-René Blondel. Maurice 2 Branly. Édouard Bréal. Michel Brélier. Émile Brentano. Franz Breuil. Henri Brolier. De. Louis Brunswick. Léon 1-2-3-4-5 Boffard-Lecomte. Lucien 2 Burnett. John C. Cannon, Walter B. Carmichael. Leonard 2 Schomburg de Lowe. Paul-Henri Chrysippe Cicéron Coleruss. Egmond Comte. Auguste 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Cornford. Francis MacDonald Couffignal. Louis 1-2-3-4-5-6 Cournot. Antoine Augustin Cumont. Franz D. Darwin.
Charles un 2 d'Aubenton, Louis-Jean-Marie un de Besse, Maurice un Dédale 1, 2, 3 de Lay, Jean un Démocrite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Molin, Edmond un Descartes, René 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Diderot, Denis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Diogène Laërce Durkheim, Émile 1, 2, 3. Empédocle 1, 2, 3 Épicure 1, 2, 3, 4, 5 Y. Henri 1. F. Faraday, Michael un Faverges, Jean-Marie un Favé-Boutonnier, Juliette un Fessard, Albert un Feuerbach, Ludwig un Fougirolas, Pierre un Fraisse, Paul un 2 Frémont, Charles un Freud, Sigmund 1, 2, 3 Friedman, Georges 1. G. Galilée un 2 Gastaut, Henri un Gauss, Karl Friedrich un Genep, von, Arnold un Gussel, Arnold Lucius 1, 2, 3 Gide, André un 2 Gilson, Étienne un Gobineau, de Joseph Arthur un Goldstein, Kurt un 2, 3 Goudot, André un Grayol, Marcel un Guilbeault, Georges Théodule un Guiraud, Paul un Guiton, Jean un Gurvitch, Georges 1, 2, 3 Gusdorf Georges un Guillot, Jean-Marie 1. H. Harvey, William 1, 2, 3 Audricourt, André-Georges 1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Heidegger Martin 1, 2, 3, 4, 5 Heinroth, Johann Christian Auguste 1 Héraclite 1, 2, 3 Hérodote 1 Hésiode 1, 2, 3, 4, 5 Ciceuses, Georges 1 Hölderlin, Friedrich 1 Homère 1, 2, 3, 4 Horace 1, 2 Hugo, Victor 1 Hume, David 1 2 Husserl, Edmund 1 2 Husson, Léon 1 Hippolyte, Jean 1 2. I. Isocrate 1 2, J. Janet, Pierre 1 Jankelevitch, Vladimir 1 Jardet, Auguste 1 Jaspers, Karl 1. K. Kant, Emmanuel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L. Lacan, Jacques 1 Lachiaiseré, Pierre 1 2 Lacroix, Jean 1 2 Lafontaine, de Jean 1 Lagache, Daniel 1 Lamarck, de Jean-Baptiste 1 Lamartine, de Alphonse 1 Laplace, Pierre-Simon 1 Laporte, Jean 1 Latil, de Pierre 1 2 Laugier, Henri 1 Lautréamont 1 2 Lavelle, Louis 1 Leblond, Jean-Marc 1. 2 Le Châtelier, Henri 1 Linvart, Maurice 1 2 Lefebvre, Henri 1 Lefebvre des Noëttes, Richard 1 Leibniz, Gottfried Wilhelm 1 2 3 4 5 6 7 Leplat, Jacques 1 Leroy Gourand, André 1 Leroy, Édouard 1 2 3 Le Seine, René 1 2 Le Cip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lévi-Strauss, Claude 1 2 3 Lévi-Broul, Lucien 1 Littré, Émile 1 Laurens, Conrad 1 Lucrèce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. M. Macauliffe, Léon 1 Machiavel, Nicolas 1 Makarenko, Anton 1 Malebranche, Nicolas 1 2 3 4 5 6 7 8 Mallarmé, Stéphane 1 Mandelbrot, Benoît 1 Manouvrier, Léonce 1 2 Marcel, Gabriel 1 Maritain, Jacques 1 Marx, Karl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mauss, Marcel 1 Maxwell, James Clerk 1 2 3 4 5 6 Mandra, Henri 1 Merleau-Ponty, Maurice 1 2 3 4 Mialaret, Gaston 1 Michel-Ange 1 Michotte, Albert 1 Minkowski,
Eugène 1 Molière 1 2 Molière. Jean-Baptiste Poquelin, dit 1 2 Monozon. Eugie 1 Montaigne. De Michel 1 Montanden. Georges 1 Montesquieu. De Charles-Louis 1 Morphe. Albert 1 Mounier. Emmanuel 1 N. Nedonchel, Maurice 1 Newton. Isaac 1 2 3 4 5 Nietzsche. Friedrich 1 2 3 Novali. Georg Philipp Friedrich von Hardenberg. 1 2 Novali. Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, dit 1 2. O. Oléron, Pierre 1 Ostwald. Willem 1. P. Parménide 1 2 3 4 5 6 7 8 Pascal. Blaise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pavlov. Yvan 1 Piaget. Jean 1 2 3 4 5 6 Pierron. Henri 1 2 Platon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Pline 1 Plotin 1 2 3 Plutarque 1 Poincaré. Henri 1 Popov. Nicolas 1 Prodico 1 Prudhomme. René Dissoli 1 Pythagore 1 2. R. Renan. Ernest 1 2 Rouclin. Maurice 1 2 Reynaud. Jean-Daniel 1 Ricoeur. Paul 1 Rodier. Georges 1 Romain. Jules 1 2 3 4 5 6 Rosenblut. Arturo 1 Rousseau. Jean-Jacques 1 2 Ruyer. Raymond 1 2 3. S. Sade, de Donatien 1 Saint-Augustin 1 2 Saint-Simon 1 2 Saint-Thomas 1 Sartre. Jean-Paul 1 2 3 4 5 6 7 Sauvy. Alfred 1 2 Schopenhauer. Arthur 1 Shannon. Claude 1 2 Sigaud. Claude 1 Spencer. Herbert 1 Spinoza. Baruch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Stoetzel. Jean 1 2. T. Tacite 1 2 Taine. Hippolyte 1 Tarde. Gabriel 1 Teilhard de Chardin. Pierre 1 2 3 4 Terence 1 2 Thalès 1 2 3 4 5 6 Théophraste 1 Thukydides 1 Tinbergen. Nicolas 1 Touraine. Alain 1 Turgot. Anne Robert 1. V. Vacher de la Pouge. Georges 1 Viren 1 Vaucanson. Jacques 1 Verhaeren. Émile 1 Verne. Jules 1 Vinci. De Léonard 1 2 Virgile 1 2 3 Voltaire 1. W. Wall. Jean 1 Wallon. Henri 1 Walter. William Gray 1 2 Weber. Max 1 2 3 Weiner. Norbert 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13